historique. Le Rwanda a trouvé ses frontières inadéquates, surtout en tant que nation constitutive. Au fil des décennies, les vagues successives de migration rwandaise vers l'est du Congo ont considérablement poussé un grand nombre de Rwandais à chercher refuge de l'autre côté de droits fonciers et à la citoyenneté. Ne l'achetez pas. Nos frères et sœurs congolais souffrent et perdent la vie depuis des années sans que personne ne rêve d'utiliser des minerais, et plus particulièrement le cobalt, issu de zones conflictuelles et acheté illégalement à des milices armées. FIDH, Fédération internationale pour les droits humains, dans une caractérisation pour la cause palestinienne, ne doit pas oublier également la RDC. Donc le boycott, c'est seulement pour la Palestine, mais comme un peu l'envisage de lancer une nouvelle... Auxquels sont soumis les Congolais. Les diamants sur nos bagues sont exploités dans des mines en RDC appartenant à des compagnies israéliennes. Faites attention. Il a voulu donner à Kagame pour faire comprendre que nous pouvons vivre en paix. Il négocie avec toi, mais regarde pour les soldats. Alors il croyait que... Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tout le monde, madame la directrice du cabinet adjoint du président de la République, messieurs, mesdames, à vos titres et qualités. Nous sommes réunis cet après-midi pour parler République démocratique du Congo. Monsieur Malouma me charge de conduire cette journée. Nous allons parler République démocratique du Congo. Quelqu'un disait de l'histoire de la République démocratique du Congo, de nous lever pour l'hymne national. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le feu des lions, dans la paix au peuple ardent. Allez la paix au Gabon, dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimés, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Ils sont là, nos ennemis, avec la guerre comme symphonie. Une guerre sans incendie, une guerre sans économie. Ils sont là, nos ennemis, avec la guerre comme symphonie. Une guerre en note descente, au pas et rythme menaçant, au pas sanglant, au pas glaçant. Ils sont là, nos ennemis. Réveille-toi, Congo, du crépitement de balles. Telle est ma prière, sous ces tons pâles. Réveille-toi, Congolais. Génocide au Congo. Mort. Combien? Réveille-toi, Congolais. Combien de cœurs saignent? Combien de blessures saignent? Combien de femmes violées? Combien d'avenir volés? Combien de bombes explosent à l'Est? Combien de crimes en peste? Dites-moi combien? Combien de murs fissurés? Combien de cœurs déchirés? Combien de peaux écorchées? Combien d'espoirs hachés? Combien?
Elle s'appelle Madame Florence Meta. Merci beaucoup, Madame. Madame le directeur de cabinet à du président de la République, respectueusement, je vous prie. Merci, Madame. Monsieur Daniel, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, bonjour. Une fois de plus, bonjour. Permettez-moi d'être relax. Je me rends compte que notre façon de répondre suit les taux du jour. Autant que les dollars augmentent et que la vie devient difficile, les gens sont de plus en plus pas trop intéressés à répondre. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup. Je suis très heureux de me tenir devant vous. Comme vous pouvez le remarquer, je me sens en famille. Et comme je me sens en famille, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour simplement présenter un livre, un nouveau bébé dans le monde littéraire, mais nous sommes également venus pour réfléchir la nation. Nous sommes également venus pour réfléchir autour de notre pays, ces beaux pays que nous aimons, mais qui, malheureusement, depuis plus, aujourd'hui d'ailleurs, 3 décennies, que la partie Est est sanguinolente. Et si l'on pouvait également voir combien, dans plusieurs milieux, il y a la faim également qui cause d'autres génocides, mais on n'en parle pas. Et ensemble, nous allons le découvrir dans ce livre dont je rappelle le titre « Génocide au Congo pour votre confort ». Le livre est écrit par M. Claude Maluma. Alors, je disais tout à l'heure que je suis Daniel Villa, je suis pasteur et écrivain. Je dis un très grand merci à M. Claude Maluma pour m'avoir fait confiance. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on venait à peine de se connaître. Et à peine de se connaître, jeune, n'ayant pas encore même 30 ans, il m'a fait confiance. Ce qui revient donc à dire que c'est un homme qui aime réellement le pays. Pourquoi? Parce que l'un des plus bons et meilleurs instruments que l'on puisse utiliser pour mesurer l'amour d'une patrie, c'est la capacité à s'engager pour la jeunesse. Je l'ai vu le jour où je suis allé dans son bureau, alors que l'équipe de la télévision était en train de parler. Il y a des jeunes gens qui étaient venus pour faire leur casting. Certains n'étaient pas à la hauteur à cause de la langue. J'ai écouté cette phrase, il ne savait même pas que j'allais le dire. Il a dit ceci aux responsables. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces jeunes gens n'ont pas la compétence, mais vous êtes là justement pour les aider à acquérir cette compétence. S'il y a une dame qui n'est pas capable de prester à la télévision, placez-la au moins à la radio, ou soit dans l'homme qui a écrit ce livre de plus de 350 pages, s'appelle Claude Maluma. Il est congolais, il est né ici, il a grandi à Kinshasa, il a fait ses études au collège Saint-Raphaël, et puis il est allé décrocher son diplôme d'État à Kisantu, à l'internat. Vers les années 80, il avait commencé les business des diamants, mais étant assoiffé par la connaissance scientifique, il va laisser tomber le diamant. Nous sommes en train de parler des diamants, l'argent. Ce qui fait qu'on tue nos frères et sœurs dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Il s'est séparé de cela. Il va aller à Paris où s'est trouvé son frère pour commencer les études de commerce. Et puis après un temps, il va rejoindre le Canada pour faire la HEC de Montréal. Et c'est là qu'il a fini ses études. Il a fait 25 ans au Canada. Et c'est là qu'il va commencer à engendrer des entreprises dans l'import et export, mettant donc en liaison la République démocratique du Congo et le Canada. Et après 25 bonnes années, il va revenir ici, dans son pays, qu'il a tant chéri.
pour s'installer et créer des entreprises locales, parmi lesquelles il y a une chaîne de télévision, il est dans l'immobilier et que sais-je encore. Pourquoi il est important de commencer par vous présenter l'auteur? C'est pour que nous puissions comprendre que, avec ce que nous savons sur le Congo, les gens n'aiment pas trop lire. En tant qu'entrepreneur, il ne pouvait pas perdre son temps. Il pouvait se dire, eh ben, je suis entouré des personnes qui n'aiment pas lire. Alors pourquoi devrais-je écrire un aussi grand livre alors que je suis entrepreneur? Mon temps est compté. Time is money. Mieux vaut pour moi investir mon temps dans ce qui peut me donner de l'argent. Mais il a dit non. Depuis toujours dans ce pays, nous avons toujours tout importé. Déjà quand vous me voyez, vous voyez la montre, c'est pas d'ici, les habits, c'est pas d'ici, la cravate, c'est pas d'ici, le micro, c'est pas d'ici. Et nous allons loin jusque même à importer l'histoire. Et même que ce sont d'autres personnes qui nous révèlent les réalités de notre pays. Il a dit non, de 2020 à 2024, il va consacrer 4 bonnes années de sa vie pour écrire ce livre. Waouh, quel sacrifice! Génocide au Congo pour votre confort. C'est vrai qu'il est entrepreneur, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas rester silencieux, sinon, il a dit dans son ouvrage, il serait complice. Il a mis par écrit ces mots. Pourquoi il les a mis? Pour qu'ensemble, vous et moi, soyons conscients de ce qui se passe dans notre pays. Ceux qui sont venus depuis le début ont remarqué qu'il y avait des vidéos qui étaient en train de défiler ici, alors qu'il y a la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans plusieurs parties du pays. Il y a des gens qui dansent encore comme si tout allait bien. Il a dit non, il faudra que cela s'arrête. Pourquoi? C'est parce que la République démocratique du Congo a un couteau qui est juste là. Moindre geste, c'est la mort. C'est la catastrophe. Moindre geste, c'est le chaos. On ne parlera plus de ce pays. Et mesdames et messieurs, chers compatriotes, il est important de comprendre que l'histoire a démontré qu'il y a eu des nations qui ont existé dans le temps mais qui n'existent plus aujourd'hui. Comme pour dire, ce n'est pas improbable, impossible, allais-je dire, qu'un jour, qu'on ne parle plus du Congo, à moins que ces dignes fils et filles se révèlent. Eh bien, ce livre n'est rien d'autre qu'un cri. C'est pourquoi vous avez remarqué que je n'ai pas voulu utiliser un document écrit pour vous le lire. Parce que l'objectif ici n'est pas de faire de vous des savants. L'objectif n'est pas de faire de nous des savants. L'objectif est de faire de chacun de nous des agissants. Quand je regarde cette salle, je dis le Congo à l'avenir. Pour ceux qui disent que les Congolais ne veulent pas lire, il faut cacher dans les livres, voici le vrai Congo. Le vrai Congo est ici. Bonsoir. Madame Ladir Kaba, du chef de l'État, représentant du président de la République, Monsieur Ladir Kaba, de la primature, représentant Madame la Première ministre, honorables sénateurs, mesdames et messieurs, les DG, les ADG, notables de la République démocratique du Congo, la société civile, les écrivains, les intellectuels, les gens intelligents de mon pays, les entrepreneurs, les gens qui se battent pour que ce pays puisse marcher, que les gens trouvent un pain sous la dent, je vous dis bonjour. C'est avec une profonde gratitude et une immense humilité que je me prends la parole devant vous aujourd'hui.
votre présence sur cet endroit est un jour qui est très spécial pour moi. Je témoigne ici l'engagement des questions qui touchent le cœur même de notre pays. Nous sommes un peuple. Nous devons prendre conscience. Les Soudans avaient commencé ainsi. Il y a eu un Américain qui a acheté une portion de terre et qui a revendiqué après, qui ne voulait pas que la terre retourne au Soudan. Nous avons eu le Soudan du Sud. Nous avons vécu la Somalie. Nous avons vécu beaucoup de choses. Beaucoup de pays, et nous vivons l'Ukraine. Faisons très attention, le pays est en train de partir. Aujourd'hui, je vous présente ces livres qui, beaucoup d'entre nous, m'ont fait comprendre. Quand j'écrivais, le peu de personnes qui connaissaient ça me disaient « Arrête, Claude, tu prends le risque. » Je me posais la question, pourquoi on devait avoir peur de Kagame? Lumumba est mort à 35 ans, j'avais dépassé 35 ans, je me disais, je m'en fous. Je me disais, ce pays nous appartient. C'est le pays de nos ancêtres. Je fais référence, j'ai vu comment les Juifs se battent pour 1 mètre carré de terre, comment les Palestiniens se battent pour 1 mètre carré de terre. Et nous, on n'est pas capable de défendre notre pays, nous sommes en train de danser. Je m'étais dit, je vais m'y mettre. Et j'ai vu qu'il y avait des étrangers qui écrivaient pour nous. Ils nous écrivaient leur version de l'histoire. Mais je voyais seulement les Congolais qui écrivaient des livres de flatterie politique. On ne prenait pas le temps de penser au-delà de nous, après notre vie, après notre passage, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants. Nous avons tous vécu ici à l'époque du Zaïre. Et nous avons vu ce que nous appelons Tata Moko, Maman Moko et Kolo Moko. C'est ça encore qui sauve ces pays, que nous soyons ensemble aujourd'hui. Et notre génération est en train de passer. Qu'est-ce qu'on offre sur le plateau de nos enfants? Aujourd'hui, si vous vous attaquez à l'est du pays, les Congolais de l'ouest s'élèvent. Parce que notre génération nous a appris à l'école que nous sommes un seul peuple. À ce titre du livre que vous voyez, ce titre est volontairement provocateur. Il reflète la réalité insoutenable. Depuis les décennies, l'est de notre pays est le théâtre de tragédies humaines sans précédent. D'une guerre injuste. Des millions de vies ont été sacrifiées, non par hasard ou fatalité, mais à cause de l'avidité de l'être humain, de la complicité d'autres et du silence de beaucoup d'entre nous. Beaucoup de Congolais ont choisi de tuer leurs propres frères volontairement. Si on compte les 8 millions de déplacés, des êtres humains comme nous, qui avaient des projets, qui avaient l'avenir, des enfants, des femmes, qui sont violés comme armes de guerre, et nous restons silencieux, nous sommes complices. Je ne saurais rester tranquille car c'est mon pays. Ceux qui souffrent sont mes frères et sœurs, ce sont nos parents. Je n'ai pas voulu me taire, je vous demande de ne pas se taire. Puisque le silence est complice, car je ne peux concevoir qu'un homme comme M. Paul Kagame, que j'appelle le nouveau Hitler d'Afrique, continue à semer la terreur dans mon pays, sans que personne n'ose oser le doigt. Et dans ce même pays ici, il y a quelque temps, si vous citez le nom de Kagame, vous serez arrêté. Vous ne pouvez même pas parler du Rwanda. Et nous avons accepté ça. J'ai trouvé ça insoutenable. J'ose croire que vous êtes ici en séjour parce que vous avez choisi de ne plus être complice de ces événements-là. J'ai pris 4 années de ma vie pour écrire ces livres. Il y avait juste une petite personne, des personnes qui sont ici, qui savaient que j'écrivais. Je vois quelques-uns ici. Avec tous les risques encourus,
Car j'avais mis en place le système de collecte des informations comme il vous a dit. C'est la première fois que le Rwanda a été surpris que les informations internes du Rwanda aient été écrites sur un livre. Et je vous assure, j'ai reçu des menaces. Quand le livre est sorti, on m'a écrit, j'ai des numéros du Rwanda sur mon téléphone. Et je vous assure, mes frères, ne prenaient pas, c'est de la blague. J'écrivais et je me disais, bon, je l'écris. Pour sortir les livres, c'est là où j'ai réalisé que le pays est en danger. Je me retrouve en France. Je vois mon cousin Niaro Mouakiem qui est là. Il connaît comment je l'ai dérangé. Qui sont les éditeurs? Comme il avait sorti les livres, j'ai cherché les éditeurs. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est pour ça que vous ne voyez pas ça à la FNAC. Ils m'ont fait comprendre clairement, ce n'est pas tourner gauche à droite. Pour la République démocratique du Congo, nous avons une politique en France, on ne sort pas des livres. Et surtout que vous êtes Congolais. J'ai fait des éditions, des grandes éditions françaises. Ils ont lu les livres. Hachek. Tout. J'ai fait les grandes éditions. J'étais à Paris, je suis resté pendant 1 mois. C'était pas facile. C'est là où j'ai commencé à comprendre, oui, les livres ici doivent sortir. Parce que c'est grave. Est-ce que les gens savent ce que nous voyons? Ce n'est pas des blagues. Ils me disaient en face, monsieur, on a lu, c'est intéressant, mais on ne le fera pas parce que c'est les Congo. Un jour, j'ai rencontré un juif. Ça vous semblerait comme une blague, mais celui qui m'a donné ces juifs s'appelle M. Patrick Mbeko. J'avais dit à Daniela Patrick Mbeko. Et il m'a dit, je connais un éditeur qui peut t'aider. Il n'était pas à Paris, il était à Marseille. Vous imaginez? Donc le livre est sorti à Marseille. C'est-à-dire il y avait un problème à Paris. Et les juifs m'ont dit, bon, on a pour t'aider. Si vous voyez les livres au-dessus, si vous voyez, les gens ne comprennent pas, vous voyez Sam 2. C'est-à-dire Claude Malou m'a dit, j'étais obligé d'ouvrir une maison d'édition. Il a dit, moi je vais sortir, mais toi tu ouvres une maison d'édition à ton nom, à l'adresse du Congo, et moi je vais sortir ça ici. Parce que il m'a dit, monsieur Malouma, c'est sérieux. Parce que vous voyez ce que Charles Onana est en train de vivre. Je ne veux pas que vous vivez cela, parce que c'est un système. S'ils veulent vous poursuivre, que vous poursuivez au Congo. Et les gens, ce n'est pas pour rien qu'on a sorti les livres sur Amazon. Parce que c'est une organisation où les mêmes personnes sont des éditeurs, c'est les mêmes personnes qui détiennent les maisons de vente, FNAC, les librairies. C'est les mêmes personnes. Et l'éditeur là m'a dit, on va sortir ça sur Amazon et vous allez prendre. Et je vous assure, quand c'était sorti, j'ai reçu des menaces. Je me rappelle, il y a un ancien vice-président ici qui en a acheté 50. Il y en a d'autres qui ont envoyé au Rwanda. Il n'en revenait pas qu'un Congolais puisse révéler ça. On nous prend pour les BMW. Nous devons refuser cela. Pierre, music and the woman. We must stop it. Nous devons changer notre image. Je me suis dit, Kagame n'est plus valeureux que moi. C'est un être humain. Je suis convaincu que l'avenir du Congo repose sur notre capacité collective à transformer cette tragédie en une opportunité de renaissance. Il est impératif que nous, en tant que nation, prenions mesures concrètes de protéger nos populations, responsabiliser les acteurs économiques et garantir que nos ressources soient utilisées pour notre développement et non pour notre destruction. Vous vous en souviendrez un jour, je regardais la télévision, les honorables sont là, j'ai entendu le président de l'Assemblée nationale Mbosso. Chers collègues, quittez les groupes armés. Ça n'a pas interpellé beaucoup de Congolais. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il avait dit. Et là, moi, j'étais en pleine rédaction. J'ai dit, mais j'ai raison. Chers collègues, quittez les groupes armés. Et je vous assure, il y en a beaucoup qui sont avec nous ici au Congo, à Kinshasa, qui sont des chefs rebelles. Dans ce livre, j'ai essayé de démontrer que pendant plus de 20 ans, 22 ans, nous n'avons plus d'armée. Nous avons été infiltrés d'une façon impossible. Aucun militaire congolais qui soit formé comme il veut ne pouvait gagner cette guerre. C'était impossible.
plus de 600 officiers rwandais. La preuve, Bosco Tangana, à la CPI, vous dira, je suis caporal rwandais. Mais ici, il était général dans ce pays, dans le pays de mes ancêtres, dans le pays de Kipanvita. Chère élite congolais, permettez-moi de vous poser juste des questions. Pourquoi notre héros national Lumumba était-il mort? Pourquoi le président Laurent Désiré Kabila était-il mort? Qui en étaient les commanditaires? Et qui étaient les complices? Je ne pourrais répondre à votre place. J'aimerais que chacun de vous puisse prendre sa réponse à lui-même pour comprendre la cause, la source de notre guerre jusqu'aujourd'hui. Savez-vous alors que le Congo accédait à l'indépendance? C'était le même train de vie que le Canada, la Corée du Sud. Pratiquement le même niveau de vie. Mais qu'avons-nous fait de ce pays? L'élite congolaise, elle est aussi complice. Nous avons démontré dans ces livres qu'il n'y a pas que les Rwandais. Nous-mêmes aussi, nous sommes complices des Congolais. Nous sommes méchants. Surtout nous les hommes. Oui. Nous avons gouverné dans ce pays. Nous avons pris l'indépendance. Les hommes ont pris l'indépendance. Ils ont dirigé ce pays. Ils ont juste remplacé les colons pour coloniser leurs propres frères et sœurs. Permettez-moi de vous dire que j'étais jeune quand j'ai vu à Pongabi, nous accompagnons le papa Mbouakem, le vieux Malma nous a amenés. Quand il s'est battu pour la liberté de ce pays, en ces temps-là, il disait que le pays va tomber mal. Dans 82, on mangeait bien. Hein? Matin, midi, soir, mais eux voyaient que ça va brûler un jour. Il y a des gens qui nous ont pris pour des fous. Nous, on nous a confisqué notre maison délimitée. On s'est retrouvés à Kingabo. J'ai accompagné mon père plus d'une fois vers le campus là-bas. Il y avait des champs de manioc. Quand on les a logés, les 13 parlementaires à la CNP, pour les créer des fous. Et je voyais mon père se déguiser aux gens des champs pour amener les maniocs à l'intérieur, essayer de parler avec papa Mbouakem et sortir savoir comment ils étaient. C'était la misère, c'était la souffrance. On a quitté une vie, on a dégringolé, on s'est retrouvé dans une vie très difficile. Au-delà de toute solution proposée, cet ouvrage en tant qu'acteur économique, qu'il me soit permis si vous faire réfléchir sur les enjeux auxquels nous faisons face. Ainsi, c'est l'aspect économique. Si je parle de l'aspect économique, je suis un opérateur économique. Ça va mal pour les opérateurs économiques. Nous avons grandi dans ce pays-ci, on a fait les affaires parce qu'on avait des modèles. Moi, j'admirais Dogolo. J'admirais Bemba Saolona, je me disais un Congolais qui avait des avions. Souvent, nos jeunes enfants qui sont nés pour eux, un homme d'affaires, un riche, c'est un Libanais, c'est un Indien, c'est pas un Congolais. C'est ça leur référence. Mais nous, notre référence, c'est des Dogolo, des Bemba, notre génération. Qu'avons-nous fait de notre pays? Qu'est-ce que nous pensons dans 50 ans? Arrêtons d'être égoïstes. Pensons à l'avenir de notre pays. Nous avons connu ce pays grand. Des hommes d'affaires congolais comme Dogolo, Bemba, Moussakivana, Kisombe, Fonchi, Ventraska, etc. Mais aujourd'hui, l'économie du pays est complètement entre les mains des étrangers. Nous devons entamer ce qu'on appelle la politique discriminatoire volontaire. En France, vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise de gardiennage si vous n'êtes pas français. Si vous n'êtes pas français, vous n'êtes même l'entreprise de gardiennage. Imaginez. Mais ici, le commerce en détail, qui était notre apanage, n'y est plus. Parce que nous sommes complices. Des Indiens que moi j'ai vus, importateurs d'haricots, sont devenus des multimilliardaires dans mon pays. Des gens ont volontairement détruit ce pays.
Un pays en guerre ne peut pas se développer économiquement. Nous devons être réalistes. J'ai rencontré nos amis de la diaspora, certains combattants, qui m'ont dit clairement, Claude, dans ce livre tu as écrit, tu dis que Félix Tshisekedi a rehaussé l'armée. Il a commencé à reconstruire l'armée. Tu ne trouves pas que tu le défends? J'ai dit, je reste juste. On ne peut aimer ou ne pas aimer Félix Tshisekedi. Moi, je reste juste. Nous n'avions plus l'armée. Et je me suis dit, j'ai posé la question à l'un d'eux. Combien coûte une balle? Il m'a dit $2. Je lui ai dit, par jour, à l'est du Congo, on tire combien de balles? Il m'a dit 1 million de balles. Je lui ai dit, nous sommes à 2 millions de dollars. Combien les militaires peuvent manger, tous qui sont à l'est? Nous sommes montés jusqu'à 7 millions. Je lui ai dit, prenez 7 millions par jour, multiplié par 30. Ça fait 270 millions. Et je lui ai dit, voilà la cause de notre misère. Ces gens savaient que ce soit Tshisekedi, que ce soit toi, que ce soit moi, tu es président, tu créé cette guerre, tu seras obligé de prendre tout l'argent pour faire la guerre. Et ils savent, ils veulent nous appauvrir. C'est pour cela, je leur ai dit, donc, nous sommes dans un pays où nous devons être ensemble pour défendre notre pays. Pas dans la gabegie, pas dans les vols, mais dans la réalité de défendre notre pays convenablement, sincèrement. Et il m'a dit, voilà, je comprends qu'il y a un déficit communicationnel entre nous. Je ne savais pas ça. J'ai dit, ah, tu ne savais pas ça. Le pays n'est pas à Félix Tshisekedi, c'est notre pays à nous tous. Et chacun de nous a le droit de réfléchir. Donc nous nous trouvons dans un pays où des gens se sont arrangés, ils ont pris des contacts à l'étranger, ils sont partis dans un pays étranger, des Congolais, ils ont fait des réunions, tout en conscience, ils savaient que les armes qui vont entrer vont tuer nos mamans, nos papas, vont violer nos filles. Ils étaient conscients. Ils se sont dit, dans mes recherches, j'ai retrouvé, ils se sont dit, on va faire la guerre. Celui qui est au pouvoir ne va pas réussir et nous, on va utiliser ce sang pour faire montrer qu'il a échoué économiquement et nous allons prendre le pouvoir. Pour en faire quoi? Pour diriger qui? Vous nous avez tué 8 millions. Vous nous avez tué 15 millions. Je me suis demandé pourquoi Mbosso qui citait ces gens ne pouvait pas demander leur arrestation. Cela fait que le Congo ne soit pas compétitif à l'échelle mondiale. Nous devons prendre conscience de cela. Car le PME souffre des soucis d'accès au financement. Nous avons proposé le fonds FPI, le fonds de promotion industrielle. Pourquoi ne transformons-nous pas cela à une banque d'investissement? Nous n'avons pas de banque dans ce pays. Il n'y a aucun Congolais. Moi, je pense à Dogolo qui était le premier noir de l'Afrique subsaharienne qui a ouvert une banque. Aujourd'hui, nous sommes des banques des Gabonais, des Nigériens. Où sommes-nous arrivés? Aucune banque ici peut te donner un crédit. Si tu prends 100 000 $ de crédit, si tu signes ta mort. Beaucoup de nos mamans qui ne connaissaient pas les crédits ont vendu des maisons, de veuves, des femmes, des hommes d'affaires. Celui qui dirige ton économie, dirige ton ventre, te tient en main. Nous avons constaté dans ce pays que nous n'avons plus des grands hommes d'affaires, des grandes dames qui peuvent sauver ce pays. Avant de clore, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Je ne peux pas être défaitiste, je crois en mon pays, je sais que nous allons réussir. Nous allons nous en sortir. Je voudrais, sur ces, vous dire que le Congo, l'espoir existe. Si je ne suis pas un saint, je ne suis pas parfait, mais j'ai choisi mes valeurs. Ceux qui me connaissent savent que je l'ai dit ici à la télévision. Je n'ai jamais participé au vol. Même ici, quoi que ce soit. Les gens le disent. Ils savent.
Je vais vous montrer, Papa Malou m'a décédé, Papa Mamba m'a décédé. Il nous reste un monsieur qui est devant moi. J'aimerais que vous regardiez ce monsieur pour que vous pensiez d'où je suis venu, le Congo c'est quoi et l'avenir c'est quoi. Tu peux lever Papa Kichoué. Je vais vous présenter ce monsieur. C'est éducatif. À titre éducatif, je vous présente ce monsieur. Ce monsieur se trouve être parmi les frères de mon père. Il a été ministre des Mines de ce pays au gouvernement Tchombe. Mais c'est Kichoué. Vous allez comprendre d'où vient cette éducation, cette énergie que j'ai. Ce monsieur... Ce monsieur... Ce n'est pas fini, tu peux le tenir. Ce monsieur que vous voyez ici... Tchombe parti. Il était ministre des Mines du gouvernement Tchombe. Il a laissé les mâles des diamants, de l'or, tout entre ses mains. Mais il y avait lui, il y avait le papa de mon cousin là-bas, son papa qui était le secrétaire général des Mines. Ils ont pris ces mâles, ils ont retourné à la banque centrale. C'est monsieur que vous voyez ici. Ils ont dit c'est pour l'État. Voilà d'où je viens. Voilà d'où je viens. Et on s'est retrouvé avec Papa Mombong un jour sur le boulevard, avec mon cousin Nono Mombong. Un blanc de l'ambassade des États-Unis lui dit, mais Ernest, je t'avais prévenu, voilà tu as une petite voiture. Je vous avais dit avec Kichoué, les mâles là, on peut amener aux États-Unis, vous allez devenir riches, des millionnaires. Vous avez préféré dans nos pays, regarde aujourd'hui. On était dans les années 85, je crois, 84. Et cette histoire m'a toujours interpellé. Voilà d'où je viens. Voilà d'où je viens. Et voilà les papas que moi, je sortais des genoux, je partais chercher les papas d'Akizara, je partais chercher tous ces papas. Je leur posais la question, comment je peux faire pour devenir riche? J'étais jeune. Et quand ils voyaient mon père, ils disaient, mais les petits là, il est trop curieux. Je partais voir mes amis, mais moi j'étais ami à leur papa. Moi j'ai posé des questions. Je voulais savoir d'où je viens. Voilà d'où je viens. Ceux qui ne savent pas, je vous montre d'où je viens. De cette éducation-là. Ce sont ces gens qui nous ont forgés. Ce sont ces gens qui nous ont appris. Et dernièrement, je me suis retrouvé dans une situation de mes affaires. Il y a quelqu'un qui m'a proposé que l'on puisse faire un deal avec lui. Une grande autorité de ce pays. Mais sinon, vous allez me voir dans les procès des 100 jours. Gisèle Dieu me connaît l'histoire. On était avec elle. Cette autorité m'a dit, on vous donne l'argent pour fournir la marchandise, mais ne fournissez pas, on se les partage. Je lui ai dit non. Il a dit, aux Aliboma. J'ai dit non. Il m'a envoyé sa femme. Il m'a envoyé son frère. J'ai dit non. 9 millions de dollars, c'était pas peu. Les gens m'ont pris pour un fou. Il y a des gens qui savent, qui connaissent cette histoire, qui sont ici, on va taire les noms. Quand j'ai dit non à cette personne, pourquoi j'ai dit non? Parce que je me suis souvenu dans ma tête, mon papa me disait toujours, le papier de l'État ne se perd jamais. Donc, éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants à avoir des valeurs, à défendre notre pays. Aujourd'hui, le monsieur que vous voyez ici, la seule maison qu'il a achetée dans sa vie, ça s'est trouvé sur Tropique. Hein? Oui. Là où il habitait. En 2006, les gens de parc chez lui l'ont mis dehors. Ils ont pris la maison de force. Parce ils ont l'armée. Parce qu'ils sont forts. Parce qu'ils sont menacés. Parce que tu ne peux rien. C'est là où vous voyez, quand vous voyez Claude Malouma aller dans des tribunaux, c'est pour aider les gens comme lui. On s'est battu, les jugements sont là. Maintenant, on va voir le ministre des Mines pour que ceux qu'ils ont mis là-bas, qu'ils reconnaissent que ce n'est pas leur maison. Mais les gens qui l'ont mis dehors, c'est des Congolais comme vous et moi. Ils ont oublié que ce monsieur a rendu service dans ce pays. Il fait aussi ministre du Travail. Ngous Karimon est devenu ministre, premier ministre, je pense. Il s'est souvenu. Vous voyez comment les bienfaits ne se perdent jamais. Il s'est souvenu. Mais M. Kichoué est où? Il était ministre de mon oncle des Mines et missionnaire. Il est parti chercher pour le faire ministre du Travail.
Voilà comment la vie est un bienfait dont nous pouvons sauver notre Congo si l'on veut. C'est juste des hommes, des femmes, des valeurs. Nous devons être capables de dire non et accepter que l'autre pays puisse avancer. Nous sommes en tant que Congolais, je suis fier que vous soyez là et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je vous informe que le livre a été édité et imprimé en version française et anglaise. Donc ceux qui parlent français et ceux qui parlent anglais, vous serez servis. Voilà, les livres sont en train d'arriver. Madame, moi je vais mettre là pour tenir votre micro. Je vais vous aider. Oui, le micro. Voilà, c'est beaucoup. Du coup, je ne vois plus. C'est ce qu'on va faire, on va écrire. Du coup, cher Jessie, Monsieur Claude Balouma qui est ici est un monsieur intrépide. C'est un monsieur qui a de la bagoue. C'est un monsieur qui n'a pas froid aux yeux. C'est un monsieur qui dit clairement les choses. C'est un monsieur avec qui que j'ai connu il y a pas mal de temps. Et c'est vrai que quand il dit qu'il a commencé ce livre, je n'étais pas au courant, j'étais parmi ceux qui ne savaient pas. Je l'ai vu que le produit fini. J'ai dit, ben dis donc, toi là, t'es fort. T'es fort et tu es téméraire. Mais tu ne seras pas vexatoire. Parce que ceux qui ont fait le droit comme moi, nous avons une action qu'on appelle les actions téméraires et vexatoires. C'est-à-dire des actions qu'on fait pour rien, pour faire passer le temps. Il est téméraire, mais il n'est pas vexatoire. Et quand il m'a proposé de venir porter le livre sur les fonds baptismaux, je lui ai dit, je suis ton homme à défaut d'être ta femme. Je ne pouvais que dire oui. Baptiser un livre scientifique, pour nous les scientifiques, vous savez que je suis professeur des universités, c'est pas une mince affaire, c'est une chose très sérieuse. Parce qu'on prend la responsabilité de prendre un bouquin, une œuvre d'esprit, l'introduire dans la publicité, dans la publicisation, si je peux me permettre, d'une société. Tout ce qui est écrit dedans engage bien sûr l'auteur, mais attention, ça va faire partie de la mémoire collective d'une société. Donc, on fait très attention à tout ce qu'on dit, et surtout quand on le fait avec conviction, on n'a pas peur. Ça ne devient pas vexatoire. Alors évidemment, comme je suis professeur, Jessie, comme tu le sais, les professeurs nous parlons beaucoup. Je ne vais pas parler beaucoup non plus, parce que sinon, petit, non, il y a un au coquitaire. Il a très bien parlé, j'adore son style. Je vais faire des choses différemment moi aussi. Au lieu de dire je te baptise, va. Je vais aussi montrer que je sais slammer. Elle est où ma slameuse là? Elle est où? Elle est partie. Je slame. Et je ne vais pas le faire dans ce style-là, je n'ai pas pu retenir, c'est pas possible, l'âge que j'ai ne me permet pas de retenir. Mais je vais faire un poème. Un poème que j'ai fait hier soir vers minuit. Une petite inspiration comme ça quand je parle à lui et de son audace. Ça donne ceci. Le titre c'est quoi? C'est Génocide au Congo pour votre confort. Dans les entrailles d'une terre aux richesses infinies, où le cobalt et l'or scintillent sous la nuit, des vies s'éteignent dans un silence sourd, éclipsées par des écrans qui brillent toujours. Pour nos téléphones, nos bijoux, nos plaisirs, des mains saignent, nos cœurs expirent. Là où les rivières rougissent sous la douleur, le commerce illégal fleurit, étranger à la peur. Le Congo gémit sous un ciel indifférent. Ses enfants disparaissent sous le poids des géants. Mais qui entend leurs cris étouffés par l'effroi quand le confort du monde efface leurs droits? Ok, on répète. Pour chaque gadget, chaque morceau de métal, des familles sont plongées dans un enfer létal. Loin des regards, au creux des forêts d'ébène,
Le prix de votre confort s'écrit dans la peine. Alors, levons nos voix pour ceux qu'on dépossède. Que la lumière perce les ombres qui nous obsèdent. Car le vrai confort, c'est un monde, un Congo en harmonie, où chaque vie compte, sans effusion et sans tyrannie. Très cher ouvrage, c'est là que tu interviens maintenant. Très cher ouvrage, génocide au Congo pour votre confort. Genocide in Congo for your comfort, because I always speak English too. Très cher ouvrage, génocide au Congo pour votre confort. Sache, là tu viens, tiens. Sache que tu n'es pas un livre ordinaire. Tu es désormais une mémoire vive, un témoin à faire taire, une voix qui exige d'être étouffée. Excusez. Une voix qui exige d'être écoutée. Un corps qui mérite d'être baptisé. Allons donc garnir les étagères de nos bibliothèques de ce trésor. Allons lire ces pages et écoutons ceux qui s'en dégagent pour que jamais la vérité ne s'efface et que la justice trouve enfin sa place. Va, reçois toutes les bénédictions nationales et internationales. Wow. Je crois que désormais, Madame Ladière Kaba, professeure, il faudrait qu'on rajoute poète. Comme vous voulez, hein, au prix que vous voulez prendre. Ouais. Oui, madame, vous voulez prendre? Achetez comme vous voulez, au prix que vous voulez. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, messieurs, ne sortez pas de cette salle. Donnez-moi. Ne sortez pas de la salle sans avoir acheté les livres, s'il vous plaît. Ah, monsieur Jean Boubal, il faut acheter les livres, voilà. Ceux qui veulent que le livre soit dédicacé peuvent venir, je suis pas là. Changer de filtre. Comment ça filtre? Filtre et changer. Vous avez la couleur. Tu peux avancer, s'il te plaît.
votre livre Génocide au Congo pour votre confort. Quelles sont vos impressions après ce vernissage? Je suis dignement flatté de voir tant de Congolais. On disait qu'ils ne veulent pas lire, il faut cacher les choses dans le livre pour les Congolais. D'avoir l'amour du Congo qui nous a réunis, toutes tendances confondues, tous les Congolais étaient là au rendez-vous. Les gens n'y croyaient pas, ils croyaient que les Congolais s'unissent pour des bêtises. Là, les Congolais se sont unis pour défendre leur pays. L'œuvre que nous avons présentée ici, c'est l'œuvre pour la défense de notre patrie, pour révéler les éléments, et nous avons donné beaucoup de solutions et des propositions sur ces éléments. Est-ce que vous pensez qu'avec ce livre, finalement, tous les Congolais ou bien les puissances étrangères qui nous combattent dans l'Est de la République démocratique du Congo vont écouter les cris d'alarme de ces Congolais que vous avez défendus dans ce livre? C'est pour cela que je demande à tous Congolais que nous soyons unis pour défendre la terre de nos ancêtres. Le Congo est meurtri, le Congo est devenu le théâtre du pillage, le Congo est devenu la capitale mondiale du vol. Le Congo, qui était le plus grand pays et le plus onéreux des pays, est devenu le pays où tout le monde, tous les bandits de la terre viennent piller pour détruire l'Afrique. Nous avons aujourd'hui 15 millions de morts. C'est presque la ville de Paris. Nous avons 8 millions de déplacés internes. Nous avons des femmes violées par la volonté d'un monsieur qui s'appelle Paul Kagame, assis dans son pays, en train de nous massacrer. Et les Congolais, on nous faisait croire qu'on doit avoir peur de cet individu. Nous avons démontré dans ce livre que c'est un être humain, c'est un individu, c'est juste un représentant de voleurs, des multinationaux qui essayent de piller, de torpiller, de détruire notre pays. C'est ainsi que nous appelons à la conscience congolaise, que tout le monde puisse être conscient que le pays nous appartient tous, que le pays n'appartient pas aux individus, qu'on puisse être unis, comme à l'Ukraine, derrière notre pays, pour que nous défendons la terre de nos ancêtres, que nous soyons unis, que ce soit nos tendances politiques, que ce soit notre amour, que nous soyons unis derrière le président de la République ou derrière le ministre de la Défense, derrière notre armée, pour qu'en fait, nous puissions défendre d'abord notre pays. Nos différences sont à mettre de côté. Et nous avons aussi démontré que l'élite congolaise aussi a trahi notre pays. Comment expliquer qu'il y a des gens qui se mettent ensemble avec des criminels internationaux pour amener des hommes, des femmes armés pour détruire, pour tuer nos propres frères, pour tuer dans notre pays, et nous devons dire non à cela. C'est pour cela, ces livres Otosengi, tous ceux qui sont à l'extérieur, tous les Congolais de la diaspora, achetez ces livres, donnez-en cadeau aux peuples occidentaux. Tous les peuples occidentaux ne sont pas méchants. Nous avons vu dans des vidéos, il y en a qui défendent le Congo, il y en a qui défendent notre pays, il y en a qui défendent l'Afrique, et il y en a qui sont contre les massacres qui sont au Congo. Nous devons donner les livres à ces gens-là. Nous devons faire des cadeaux. Pour une fois, soyons unis, défendons notre pays. Nous parlons ici d'une histoire écrite par un Congolais, pas par des étrangers, pour l'intérêt du Congo. La version congolaise est dans ce livre. La version congolaise de cette guerre injuste qu'on nous a imposée est dans ce livre-là, pour qu'en fait tout le monde puisse connaître la vraie histoire de la guerre du Congo. Résumé dans Le Rwanda a trouvé ses frontières inadéquates, surtout en tant que nation du livre. Au fil des décennies, les vagues successives de migration rwandaises vers l'est du Congo ont